Donc le thème, donc je recommence, hein. Je recommence parce que j'avais plus vite sur l'introduction, mais le thème c'est donc qu'est-ce que l'Occident? Alors j'ai pris ce thème puisque on l'utilise beaucoup, ce mot, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et je pense qu'autour de la table et sur Skype, on a des générations assez différentes. Et en fonction des générations, on n'a pas forcément tout à fait les mêmes images de ce que c'est que l'Occident. En tout cas, pour la génération qui a 30 ans, etc., on ne nous parlait jamais de l'Occident à l'école et on nous parlait beaucoup d'Europe. Et si on avait une image de l'Occident, c'était peut-être même plutôt négatif, puisque c'était l'Occident colonisateur, blanc, voilà, je ne sais quoi. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que je voulais, donc je le redis pour ceux qui, excusez-moi, mais depuis 1 an ou 1 an et demi, on entend beaucoup parler d'Occident dans les médias, du fait de la guerre en Ukraine. Et vous remarquerez que tous les chefs, occidentaux, donc le président américain, le président ukrainien, hein, les présidents français, le Premier ministre britannique, le chancelier allemand, etc., parle de l'Occident à tout bout de champ. Et sauf que l'Occident dont il parle, c'est un Occident qui serait LGBT, corona compatible, vert pour le monde, pour protéger la planète, mondialiste. Enfin, toutes sortes de discours où on se demande, voilà, c'est pas forcément l'image de l'Occident que l'on se faisait, l'Occident traditionnel, l'Occident de nos cathédrales, de ce qu'a fait l'Occident dans le monde depuis des siècles. Et donc je vais essayer de me poser la question aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est l'Occident en présentant un article en particulier de Thierry Buron qui a été écrit dans La légitimité en 2001 qui se pose la question de où se trouvait le salut de l'Occident vers 1940. Mais je vais le faire en 3 parties. Donc je vais d'abord poser un peu le problème sur le mot Occident. Qu'est-ce que c'est que ce mot et qu'est-ce qu'on peut dire Et ensuite j'analyserai un peu l'article de Thierry Buron. Et puis ensuite je proposerai en fait une sorte de sortie en parlant de l'Occident chrétienté. Je pense que c'est là où il y a une sorte de problème par rapport au mot Occident qu'il vaut mieux éviter d'utiliser aujourd'hui. Donc d'abord, l'Occident. Hein. Donc d'abord, normalement, au départ, le mot Occident veut juste dire, c'est juste géographique. Donc occidere en latin, ça veut dire tuer, mourir. C'est l'endroit où le soleil se couche. Dans ce sens-là, Japon, c'est Nihon, Kinomoto. Donc c'est l'Orient par définition, c'est l'endroit où le soleil se lève. Donc c'est purement normalement géographique, c'est donc purement relatif par rapport où on regarde. On est toujours à l'Occident de quelqu'un, à l'Orient de quelqu'un d'autre. Sauf que, bon, donc évidemment, donc le mot Occident ou le mot Orient signifie aussi cet aspect géographique, mais quand on utilise le mot Occident dans les discours politiques, quand on le trouve dans le discours d'hommes politiques, de parti ou de n'importe quoi, c'est évidemment pas ce sens-là. Donc comme je le disais tout à l'heure, en fonction des générations, on a déjà pu remarquer, enfin on peut déjà remarquer certainement qu'on ne met pas tous le même sens dans le mot Occident. Par exemple pour ceux qui sont qui dirigent la planète à l'heure actuelle du côté des pays occidentaux, dans le sens des pays européens, plus États-Unis, plus Japon, Australie, et voilà cette sphère-là. Pour eux, l'Occident, comme je disais, ça a l'air d'être plutôt LGBT, Corona, digitalisation, démocratie, etc. Qui donc n'a rien à voir avec une définition géographique et encore moins civilisationnelle. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une civilisation. Donc ça, c'était un autre point. Et un troisième point, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce sujet aujourd'hui. Donc ici, la conférence se passe au Japon. On a beaucoup de Français qui sont là au Japon depuis très longtemps. Et peut-être que certains ont été confrontés, enfin moi en tout cas j'ai été confronté assez frontalement à ce problème. C'est chez les conservateurs japonais, voire chez l'extrême droite japonaise,
ils ont une vision de l'Occident. Comment dire, ils utilisent le mot Occident, donc CIO, de façon très pratique pour soit comme un repoussoir, soit comme un modèle. Et ils y mettent un peu ce qu'ils veulent en fait, et ça correspond souvent à pas grand chose d'un point de vue historique, voire rien du tout, ou ça mêle des choses qui sont complètement différentes. Alors moi, évidemment, ici, donc, comme un cercle légitimiste, voilà, on connaît l'histoire de la Révolution, on sait très bien qu'en France, il y a eu un combat entre la Révolution et la contre-révolution. Et est-ce qu'on peut dire que la Révolution, c'est quelque chose d'occidental, par exemple? Voilà, tout le problème va certainement se poser à peu près sur cette question-là. C'est-à-dire que dans le mot Occident, il y a certains qui mettent un contenu très révolutionnaire, et d'autres, dans un contenu pas du tout révolutionnaire. Et donc on ne sait plus trop de quoi on parle. Bon. Donc, je vais essayer d'illustrer ça par un article de Thierry Buron, qui est vraiment très intéressant. Je vous le distribuerai après pour ceux qui sont là. Et je vous le conseille de le lire parce qu'il est court et très bien documenté, qui s'interroge en fait sur l'utilisation du mot Occident en 1940 dans les discours de Hitler, de Roosevelt et de Churchill. Et c'est très intéressant parce qu'à cette époque-là, tout le monde parle d'Occident. Je pense que Michel peut-être encore en mémoire, enfin, dans les années, je crois, je sais plus, c'est les années 60-70, il y avait des groupes d'extrême droite qui s'appelaient Occident, et qui étaient très traditionnels. Donc c'était un mot dans les années 30, à partir des années 30, qui était extrêmement à la mode. Et que tous les dirigeants, etc., utilisaient. Et donc là, Thierry Buron analyse dans les discours d'Hitler, de Roosevelt et de Churchill comment ils utilisent le mot Occident. Et en fait, il trouve que ces différents dirigeants politiques parlent tous d'Occident, plus ou moins, mais ne parlent pas du même Occident. Et même malgré le même mot, ils parlent de choses très différentes. Donc je vais résumer, et je vous recommande vraiment de lire cet article en près, parce qu'il est vraiment bien. Donc je vais peut-être lire... Voilà, c'est ça. Je vais d'abord juste lire un petit paragraphe de Thierry Buron, qui résume un peu les problèmes que j'ai soulignés jusqu'à maintenant. Je lis. La difficulté réside dans l'ambiguïté d'une définition de l'Occident au XXe siècle. Se définit-il géographiquement face à l'Est ou à l'Orient, dans un cadre continental, c'est-à-dire européen, mais ne risque-t-il pas alors de se dissoudre dans une idée d'Europe au sens territorial ou géopolitique et aux valeurs incertaines? Se définit-il spirituellement, comme la forme traditionnelle de la chrétienté, ou à l'inverse, comme la forme moderne des Lumières et de l'humanisme laïque, c'est-à-dire, dans ce dernier cas, en fin de compte, indépendamment de l'Europe, voire hors d'Europe, et même contre elle? Quelle valeur attribuer alors à l'invocation du christianisme ou de l'Occident chrétien par tel ou tel belligérant? Se définit-il politiquement et culturellement comme le foyer de l'espace où se fait le progrès de la civilisation, face non seulement à la barbarie ou au primitivisme, et au despotisme oriental ou asiatique, mais aussi face à la tradition forcément obscurantiste et réactionnaire de l'Occident moyenâgeux? N'est-il pas une invocation de l'Occident qui renie le sens même de l'Occident? Le terme, on le voit, est ambigu et contradictoire. Donc ça, c'est son introduction, et après il analyse donc, dans les discours d'Hitler, de Churchill et de Roosevelt. Et donc je vais juste résumer son analyse. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il se rend compte que chez Hitler, il va utiliser à partir de 1936 de plus en plus le mot Occident. Et en fait, dans son discours, il y a des choses contradictoires. Il y a des endroits où il conspue l'Occident, et en fait, à chaque fois qu'il conspue l'Occident, c'est l'Occident chrétien. Et d'autres endroits où il va dire c'est l'Allemagne qui est le défenseur de l'Occident. Et l'Occident, c'est quoi? C'est l'Allemagne, en fait. C'est
le centre de l'Occident, le cœur de l'Occident, c'est l'Allemagne. C'est la race allemande supérieure à tous les autres peuples européens et qui ne peut survivre que sous la domination allemande. Donc l'Occident, dans la bouche d'Hitler, quand il utilise dans ses discours pour appeler à l'adhésion de la domination allemande en fait, et justifier son effort de guerre, c'est l'hégémonie allemande qui sauve l'Occident, Occident dont le centre est allemand, centré sur une race supérieure qui est allemande, et qui s'est débarrassé de toute la chrétienté qui est le boulet de l'Occident, puisque c'est ça qui la rend faible. Et donc il faut tuer tout ce qui est chrétien. Là, je résume, hein, il ne dit pas ça comme ça, mais pour mettre du germanique, surtout du germanique. Voilà. Et à la limite, héritière des Grecs et des Romains, mais païens, hein, pas chrétiens. Et donc il parle de ça, et dans ce sens-là, il va rejeter la démocratie, la conception démocratique, etc., et s'opposer aux anglo-saxons. Et opposer à son Occident à lui, aux Occidents des anglo-saxons. Donc ça, c'était la conception de l'Occident qu'on trouve chez Hitler, qui est et comme le dit d'ailleurs Thierry Buron, qui n'est pas univoque, qui est assez subtil dans le sens où lui-même est autrichien, qui vient d'un vieux pays européen, donc il ne peut pas dire n'importe quoi sur l'Occident, mais clairement, il rejette toute la tradition en fait, européenne à travers sa tradition chrétienne et toutes ses racines chrétiennes. Donc là, on a une première conception de l'Occident chez Hitler. Après, on a chez les anglo-saxons. Donc ça nous intéresse d'autant plus parce qu'en fait, cette conception de l'Occident anglo-saxonne, c'est celle qui est encore aujourd'hui celle qui a cours, celle qui a gagné après la Seconde Guerre mondiale et qui est la conception de base occidentale à l'heure actuelle. Et donc, en fait, tant chez Churchill que chez Roosevelt, il y a quelques nuances, mais grosso modo, ils ont le même discours sur l'Occident. C'est beaucoup plus simple que chez Hitler. L'Occident, c'est la démocratie, c'est les valeurs des Lumières, c'est le business, et c'est le nouveau monde en Amérique où l'Occident s'est réfugié. Donc il n'y a plus d'assises géographiques, l'Occident ça n'a rien à voir avec l'Europe. L'Occident ça devient une sorte d'universalisme avec ses valeurs démocratiques, ses valeurs des droits de l'homme, ses valeurs, toutes ces valeurs révolutionnaires, et qu'il s'agit donc d'être apôtre de ces valeurs-là, et donc c'est pour ça qu'il faut détruire les forces de l'Axe qui sont contre cet Occident universel, et ça débouche ensuite, après la guerre, sur toute cette idée très protestante d'ailleurs, de vouloir importer, plutôt exporter la démocratie dans tous les pays du monde, au nom de l'Occident, avec cet Occident qui est sans rien de concret, je veux dire très abstrait, sans racines historiques, sans racines géographiques, et qui ne sont qu'un ensemble de valeurs composant une sorte de système idéologique. Voilà, et chez les anglo-saxons, c'est beaucoup plus simple que chez Hitler, dans le sens c'est noir, c'est blanc, il y a les méchants, il y a les gentils, et puis donc il faut faire la guerre pour ça. Donc l'Occident de ces anglo-saxons, c'est libéral, démocratique, parlementaire, économique, droits de l'homme, et avec un christianisme extrêmement éthéré pour faire du business, donc à la protestante. Et c'est là, et dans cette conception de l'Occident anglo-saxon, on a vraiment cet universalisme qui va être à la base de l'ONU et à la base du système, disons, de gouvernance mondiale qui aujourd'hui arrive sur le mondialisme. Il faut que cet Occident-là, en fait, recouvre toute la planète et s'impose à toute la planète.
Et là, j'aimerais souligner quelque chose d'important, c'est que par exemple, les conservateurs japonais, ou un certain nombre de gens qui ne sont pas du monde occidental au sens géographique, détestent l'Occident parce qu'ils détestent cet Occident-là, en particulier, que les Américains ont exporté à travers toute la planète. Enfin bon, ils prennent ce qui les arrange, hein, évidemment, mais bon. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est que ce soit les Américains, les Anglo-Saxons, ou que ce soit les Allemands, ils étaient tous obligés d'utiliser le mot Occident parce que ça résonnait bien. Et là, j'aimerais aussi souligner ça, parce que c'est extrêmement important, et que c'est très classique depuis longtemps, mais en particulier depuis la Révolution française, c'est cet art d'utiliser des mots qui résonnent bien, mais dans un sens différent de ce que les gens comprennent. C'est-à-dire que dans la tête du français moyen, à l'époque, dans les années 30, Occident, c'était mon village, mon clocher, mon histoire, ma famille. C'était pas ce sorte de monstre qu'ont inventé l'un Hitler ou les anglo-saxons, c'était autre chose. Mais ça, c'est toujours ce que font les révolutionnaires, c'est-à-dire qu'on utilise des mots qui sentent bien, et en fait, en fonction des gens, on utilise vraiment ces mots dans des sens très différents. Donc quand les révolutionnaires parlaient de patrie, par les deux patries de Jean de Vigris, c'est la patrie du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle, c'est l'Occident du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on prend un mot, et en fonction des gens qu'on a en face, on utilise le mot, ou on comprend le mot dans des sens mais inverses. Ce qui est dramatique, c'est qu'il y a des gens qui vont aller mourir pour un Occident qui n'est pas du tout celui pour lequel, en fait, ils vont être massacrés, quoi. Et c'est là où ça commence à être dramatique. Et ensuite, donc ça, c'était les conceptions de l'Occident chez Hitler et chez les anglo-saxons. Et Thierry Buron analyse, dans une dernière partie, et les autres pays. Je veux dire, il y avait quand même encore la France, il y avait la Suède, il y avait l'Espagne, il y avait l'Italie, il y avait le Portugal. Dans ces pays-là, qu'est-ce que c'est que l'Occident? En fait, il a dit ça, c'est l'Occident chez les neutres, parce qu'il y avait tout un tas de pays neutres. Et il se rend compte que dans les pays neutres, alors il n'y avait pas d'unité disons, de ces pays neutres, évidemment, qui chacun faisait comme il pouvait par rapport à la situation où il était. Donc, il y a très peu de pays qui ont réussi à rester neutres dans les principes. Je veux dire, comme un fort pays neutre, il y a un certain nombre de pays neutres qui sont restés, disons, sans rentrer en guerre, mais qui étaient obligés d'être sous le parapluie, soit allemand, soit anglo-saxon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il analyse que dans la plupart de ces pays, dans un certain nombre de pays neutres du Sud, donc Portugal, Italie, Espagne, voire France, c'est que là, effectivement, quand on regarde on regarde ces pays-là, qui sont catholiques pour la plupart, ils ont cherché la paix véritablement. Et donc ils se posent la question, le véritable Occident, c'était pas réfugié dans ces pays neutres à cette époque. Bon. Et voilà, donc ça c'était une petite analyse de Thierry Buron, mais qui est vraiment, je trouve, intéressante parce qu'elle permet de se rendre compte donc, que ce mot Occident, en fait, ne veut pas dire grand-chose. Comme dans le sens où chacun, on peut y mettre vraiment, il a été tellement utilisé à tort et à travers qu'on peut y mettre ce qu'on veut. Ce qui se passe récemment donc, autour de la guerre en Ukraine le démontre encore plus, puisqu'aujourd'hui l'Occident, qui paraît dans les médias, c'est LGBT, c'est le modernisme, le progressisme, c'est l'hygiénisme autour du corona, enfin bon, ça ils ont passé la page, mais enfin voilà. Donc ce mot Occident est problématique, et dans l'histoire, donc c'était vrai en 1940, mais là, comme on voit en Ukraine, c'est vrai aussi maintenant, c'est qu'il est utilisé pour embrigader les gens, en fait, en disant
vous allez défendre l'Occident, ou vous allez être contre l'Occident. Et c'est vrai dans les deux sens. C'est vrai aussi dans les pays qui sont non occidentaux, je veux dire, donc, pas sous la coupe du mondialisme à l'heure actuelle, où c'est parce que comme c'est des mots qui portent à confusion, qui sont équivoques, on peut facilement agglomérer des choses repoussoires aux choses qui sont bien. Et donc par exemple au Japon, c'est typique. Si vous en avez l'expérience, vous le savez, sinon je ne vous souhaite pas d'en avoir l'expérience, c'est pas forcément très agréable. Mais pour un Japonais, disons, nationaliste de base, l'Europe, alors ils ont toujours une sorte de fascination en même temps, donc c'est très complexe comme sentiment qu'ils ont par rapport à l'Occident. Parce que bon, objectivement, tout le monde porte des cravates, des costumes, enfin, l'Occident, dans ce sens-là, a gagné au niveau matériel. Et en même temps, ils le détestent, mais ce qui est là, qui devient le problème, c'est qu'on ne sait pas de quoi on parle, et ce qu'ils vont faire au Japon, c'est typique, c'est que c'est pour détester la chrétienté, l'Occident. Ils vont dire l'Occident c'est mal, ce qui a fait l'Occident c'est la chrétienté, donc la chrétienté c'est mal. Ou le christianisme plutôt, ils vont dire le christianisme. Sans savoir, évidemment, sans faire de distinction aucune entre l'Église catholique ou pas l'Église catholique. C'est pas leur faute d'ailleurs en général, puisque tout ce qui vient au Japon sur ça, ça vient depuis les années 50 des États-Unis. Donc c'est la vision anglo-saxonne de l'Occident, la vision protestante du christianisme, qui est une sorte de christianisme paganisé ou qu'on peut utiliser pour, j'allais dire, l'Amérique Nouvelle Israël, qui donc peut conquérir toute la planète et être le gendarme du monde, parce que c'est une sorte de Nouvelle Israël. Voilà. Enfin, et puis, bon, mais ça c'est un autre sujet, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais vraiment ce mot, et c'est très embêtant parce que quand on discute avec les gens, ils se focalisent sur ce mot seiyo, par exemple, enfin, Occident en japonais, et ils ont des images toutes faites, et à partir de ces images toutes faites qui sont complètement fausses par rapport à la réalité, on ne sait pas de quoi on parle, ils vont développer toute une sorte d'idéologie ou de comparatisme, et c'est devient difficile de discuter, parce qu'on ne sait pas ce que l'autre a dans la tête quand il dit Occident. Et en fonction du moment, ça va changer. Donc, je vais arriver sur ma troisième partie, mais c'est pour ça que je pense vraiment que, disons que, en tout cas pour nous, dans notre pratique quotidienne, il est important de ne pas parler d'Occident, parce que l'Occident ne veut rien dire, en pratique. Et qu'il vaut mieux parler de chrétienté, parce que la seule spécificité en fait de l'Occident, ce qui fait que l'Occident est quelque chose de spécial, parce que la seule chose là-dedans qui est intéressante dans cet usage du mot Occident, on a même l'impression que ça a été utilisé pour éviter de dire chrétienté. C'est-à-dire que tout le monde, c'est comme pour la modernité, tout le monde admet qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est passé en Europe, et quelque chose de spécial, c'est l'Europe qui a dominé le monde, et quelque chose de spécial. Donc soit c'est pour le dénoncer, soit c'est pour être pétri d'orgueil en disant on est les plus forts, ça dépend de quel côté on se passe. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de spécial, mais personne ne veut voir qu'est-ce qui fait que c'était spécial. Et c'est pour ça que je pense que nous, en tant que alors, légitimistes, si on est légitimiste, ou gens qui aiment même l'histoire, c'est identifier qu'est-ce qui fait que l'Europe a eu un destin particulier, et c'est simplement la chrétienté. Et vraiment, c'est important parce que ce qui était dans toute l'histoire, quand on regarde les archives, etc., et ça jusqu'en Asie, j'ai trouvé des traces en Asie, au XVe siècle et au XVIe siècle en Asie, il y a des chroniques chinoises qui parlent des Portugais qui arrivent et ils mettent en... ça, c'est les kanjis, ça se dit flanki, c'est les francs, flanki. C'est-à-dire que même jusqu'en Chine, un Européen, c'était un franc. C'est comme ça qu'on les appelait. Et il y avait cette conscience jusqu'à la brisure protestante que la chrétienté, c'était la chrétienté. On ne parlait pas d'Europe, évidemment. On ne parlait pas d'Occident non plus
à part pour les questions géographiques, mais c'était l'Europe, c'était la chrétienté face à des choses qui n'étaient pas chrétiennes. Et la prise de conscience de la chrétienté, évidemment, avec les grandes découvertes, les missionnaires, etc., il y a tout un tas de... Enfin, on se rend compte des différences qu'il y a en Europe occidentale et dans plein d'autres pays qui ne connaissent pas la chrétienté. Mais bon, passons. Mais ce que j'aimerais dire, et ça c'est important parce que, voilà, je ne sais pas qu'on connaissait l'histoire, mais parce que il y a le même phénomène en France qu'en Japon pour le coup, c'est le fait d'avoir tendance d'être fier de son passé. Bon, on nous apprend l'inverse en école, hein, mais je veux dire, dans les milieux qui sont conservateurs, etc., on va être fier de notre passé, et c'est bien. Mais on a tendance souvent à l'essentialiser. D'ailleurs, je veux dire, à faire comme si, voilà, c'est parce qu'il y a des Européens que c'est mieux l'Europe. Non, pas du tout. Nos ancêtres, il faut le rappeler, ce sont des gros barbares. Nos ancêtres avant la chrétienté, ce sont les Celtes faisaient des sacrifices humains. Normal. Les Romains païens sont d'une dureté immense. Il suffit de voir les évangiles et comment... ou même Vercingétorix, voilà, mais je veux dire... Enfin, voilà, c'est des niveaux de violence qui peuvent surprendre parfois à notre époque. En fait, vu ce qui se passe de plus en plus dans la rue tous les jours, ces niveaux de violence reviennent, ils redeviennent normaux et banals. Et je pense qu'il y a même certains endroits, malheureusement, en France, où il y a certaines formes de violence qui sont tellement banales que plus personne n'y fait même attention. Et dans les mondes païens, c'est pareil, hein, parce que quand on regarde le passé du Japon, c'est aussi pas... voilà, mais évidemment, on ne peut pas regarder que ça, donc qu'on a une mémoire collective omet ce genre de choses, ou alors ça devient un peu enrobé, mais c'est la réalité. Et si c'était plus comme ça en Europe, c'est grâce à la foi catholique. Et si nos ancêtres sont devenus civilisés, je veux dire charitables, c'est grâce à la foi catholique. Parce que bon, là aussi, civilisation, il faut faire attention à ce mot, parce que, disons, qu'est-ce qui fait la différence entre un Germain... ou alors disons un Celte irlandais qui faisait des sacrifices humains et un Romain qui dominait toute la planète, bah, la seule différence c'est qu'il y en avait un qui était cruel plus subtilement que l'autre, hein. Ils avaient des formes pour être cruels, quoi. Ils savaient justifier quand ils faisaient un massacre, voilà, c'est juste une question de subtilité, mais qu'est-ce qui fait la différence entre un Goebbels qui allait à l'opéra et je sais pas, quelqu'un qui irait massacrer tout le monde dans une école pour massacrer tout le monde sans aucun plan. Bon, il y en a un qui peut dire barbare et l'autre civilisé. C'est juste des questions de subtilité, hein, mais sur le fond, il n'y a pas plus de charité d'un côté ou de l'autre. Et ce qui fait que des choses qui nous semblent normales, alors peut-être que pour ceux qui vivent au Japon, parfois quand on vit si longtemps, il y a certaines choses qui peuvent culturellement nous choquer sur l'amitié, par exemple dans le monde japonais, ou sur le don ou le contre-don, des choses comme ça, qui nous semblent complètement hors du sens commun. Mais en fait, non, c'est pas du tout hors du sens commun, c'est-à-dire que ce qui nous semble du sens commun, c'est pas du sens commun, c'est-à-dire que ça vient du sens commun chrétien, mais qui n'existe pas hors du monde chrétien. Et ça, il se trouve qu'à l'heure actuelle, en Europe occidentale, on est en train de le perdre, et je pense que c'est de là où viennent tous nos problèmes, enfin, pas tous nos problèmes, mais ça nous fait rendre compte de tout un faisceau de choses qui étaient les fruits de la chrétienté pendant 1000 ans, aujourd'hui sont en train de disparaître et on revient à un monde dur, à la païenne, qui peut être plus ou moins injuste, qui peut avoir sa justice, mais qui est dur dans tous les cas. Et
je pense que c'est ce qu'on voit en direct tous les jours sur le terrain, j'allais dire. Et, et donc, et en dernier instant, et là je vais ensuite aller sur la conclusion, c'est que donc il ne faut pas parler d'Occident, il faut parler de chrétienté. Et ce qui permet d'autant plus de comprendre vraiment les causes de nos maux à l'heure actuelle, parce que pourquoi l'Europe a réussi à dominer le monde? C'est pas parce que l'Europe était plus forte en soi. C'est parce qu'elle a profité des fruits chrétiens qui la mettaient, j'allais dire presque naturellement, même naturellement, au-dessus des autres nations. Et le drame de la Révolution française et de la post-Révolution française, c'est que des gens très mal intentionnés ont pu utiliser les meilleurs fruits de la chrétienté. C'est comme un arbre, si vous voulez. Il pousse, la sève, c'est la foi catholique. Il a mis 1500 ans à pousser. Et puis tout d'un coup, il y a des gens qui essaient de l'intérieur de le couper. Mais les fruits sont là. Et il suffit de les cueillir et de les utiliser. Donc ça marche le temps que la chrétienté est vivante. Et le temps qu'il y ait des bons chrétiens. Mais quand on arrive à notre époque maintenant, là, dans les années 90, 2000, 2010, 2020, où on a aussi coupé la sève de la foi, l'Église catholique qui va pas bien, les fruits, il n'y a plus les fruits, et bien là, tout s'effrite, et il n'y a même plus... même les ennemis, même les révolutionnaires ne sont plus capables de tenir la face, j'allais dire, et les masques tombent. Mais ce qui est intéressant, c'est que tant dans le côté révolutionnaire, qui a nationaliste, tout ce qu'on veut, tout ça a utilisé les fruits chrétiens en fait. Mais ce qui est intéressant pour notre combat, pour l'avenir, c'est de comprendre la cause. Pourquoi l'Europe a été si grande? C'est la foi catholique et c'est rien d'autre. Et une fois que cette foi disparaît, c'est la décadence sans frein, et c'est logique. Voilà. Et ça, personne... Enfin, comment dire, on évite de montrer cet aspect-là, parce que ça met le point sur quelque chose de très important, et ça met surtout le point aussi sur la seule possibilité réelle de redressement. C'est-à-dire que l'Occident, c'est pas une supériorité de race, c'est pas une supériorité d'essence, c'est pas une supériorité par hasard d'un climat tempéré ou je sais pas moi de découvertes techniques faites au hasard. C'est les fruits de la chrétienté qui ont été mal utilisés par des révolutionnaires. Et tout cet aspect-là, c'est l'Occident qui est détesté par les gens hors de l'Occident qui n'aiment pas les mauvais côtés, disons, de la Révolution, donc les mauvais côtés du colonialisme, par exemple, ou je sais pas moi, après, voilà, moi, en famille est pied noir hein, du côté de ma mère, donc j'aime pas le mot colonialisme, mais on sait très bien que, par exemple, en France, si les différentes colonisations ont si mal marché, c'est parce que... Et en même temps, enfin, disons, ce qui a bien marché dans la colonisation, c'est justement parce que c'était des chrétiens qui la faisaient. Il y avait les pères, il y avait les missionnaires, il y avait des bons Français bien chrétiens qui faisaient du bien partout. Puis derrière, il y avait les révolutionnaires du gouvernement qui arrivaient et qui sapaient systématiquement tout le travail de l'Église, qui appliquaient ces petites recettes révolutionnaires. Donc, typiquement, par exemple, en Algérie, mais dans un pays, on met un état civil, on oublie toutes les coutumes locales, on arrive en mettant des petites recettes à l'énarque, là où on met tout le monde dans une case. Ce que, par exemple, n'a pas fait le général Lyoté au Maroc, qui a respecté toutes les coutumes locales qui étaient pas... enfin, je veux dire, qui ne posaient pas de problème moral en soi, quoi, hein, parce qu'une coutume, ça peut être aussi neutre, ou ça peut être bien. Voilà. Et quand on arrive à faire cette distinction, donc on oublie un coup l'Occident,
on se rend compte que la seule particularité de l'Occident, enfin de l'Europe, c'est la chrétienté, et que c'est à partir de là qu'on peut expliquer, qu'on comprend cette distinction-là, on arrive à comprendre notre situation actuelle et arriver à distinguer, en fait, ce qu'on pourrait aussi distinguer entre la révolution et la contre-révolution. Voilà. Il n'y a pas un Occident, il y a la chrétienté et il y a les destructeurs de la chrétienté. Et il y a toujours eu ce combat tout le temps, hein, c'est comme ça. C'est les deux étendards de Saint-Ignace de Loyola. Hein, il y a deux étendards, il y a deux armées et qui n'arrêtent pas de se combattre. Et il s'est passé quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire, c'est que effectivement en Europe de l'Ouest et effectivement en particulier en France, mais pas que, mais en particulier en France, il y a eu des institutions complètement catholiques et complètement christianisées de A à Z sur 1000 ans. Ce qui est exceptionnel. Et ce qui est important, c'est de se rendre compte de ça pour comprendre pourquoi on en est là et d'où viennent les grandeurs de notre pays et d'où viennent les misères de notre pays qui ont été à chaque fois quand on a voulu nier cette chrétienté. Et enfin, et je terminerai sur ça parce que c'est, disons, c'est un peu moins important que ce que je viens de dire maintenant, mais c'est quand même quelque chose d'important pour la réalité, c'est-à-dire que l'Europe chrétienne, la chrétienté, dans ce sens-là, a effectivement une vraie optique universelle, c'est-à-dire que toute la planète a vocation à rentrer dans la chrétienté. Et à la différence des universalismes qu'on nous vend à l'heure actuelle, que à l'époque c'était le marxisme, le capitalisme, maintenant c'est le mondialisme, l'environnementalisme, tout ce que vous voulez, où on met tout le monde dans la même case, on le réduit. Seule la chrétienté, donc seule l'Église catholique, est la véritable universalité, c'est-à-dire tout le monde a la même foi, mais tout le monde est différent dans son incarnation, tout le monde est différent dans sa culture, dans son pays, et la chrétienté historique en France et en Europe de l'Ouest, et en Europe tout court, on peut dire à un certain moment, démontre ça. C'est-à-dire il y a une unité de la foi, sans coercition, et une mosaïque de sociétés politiques parfaites, qui chacun ont leurs particularités, ont chacun leurs coutumes qui peuvent être différentes. Il suffit de voir le droit sous l'Ancien Régime pour se rendre compte que entre deux régions de France, même sur ce qui est des coutumes matrimoniales, il y a des choses très différentes. Mais tout le monde a le mariage catholique. Mais après, sur la façon dont on règle les contrats de mariage, les traditions de succession, etc., chacun a ses coutumes et tout va bien. Tout ça disparaît que quand les révolutionnaires arrivent, ils disent hop, on fait tout le monde pareil, on écrase tout. C'est pareil pour le français d'ailleurs, hein. Fin du breton, fin du basque et tout ce qu'on veut à partir de la Troisième République, ça vient de là. On met tout le monde dans la même case. Et ce qui est terrible, c'est qu'au début, ça fonctionne, parce que quand on est dans un contexte très chrétien, quand on prend les codes civils et les codes napoléoniens, par exemple, ce sont d'un point de vue de la loi naturelle des choses qui ont été pétries par du christianisme, donc il n'y a pas des choses contre nature. On n'a pas institué un mariage homosexuel dans le code Napoléon, parce que c'était pas possible au monde chrétien. On arrive 200 ans après, où on a supprimé le christianisme entre-temps. Tous ces codes napoléoniens n'existent plus, ils ont été tellement réformés qu'ils n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient au départ. Ça a été une usurpation de l'État à l'époque, donc scandaleuse en soi, par rapport à des choses de l'Église par exemple. Aujourd'hui on en arrive, par exemple, il n'y a plus de mariage. Voilà. En pratique, le mariage, il y a encore le mot, mais c'est plus du mariage, puisque on ne peut pas encore se marier avec nos chiens, mais ça va peut-être arriver bientôt. Donc on voit bien ce glissement et puis le fait que même quand la révolution peut sembler faire des choses qui sont, disons, au moins impressionnantes, elle ne le fait que en vampirisant ou que en ayant vampirisé
des fruits ou des institutions, ou ce qu'on veut, très chrétiens. Et je finirai sur ça, ça se voit très bien au Japon. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Japon, mais l'ère Meiji, quand on commence à l'étudier en détail, c'est au fond un copier-coller des meilleures institutions occidentales pétries par le christianisme dans un contexte non chrétien. Donc par rapport à leurs institutions qui ne connaissaient pas le christianisme, il y a une sorte de progrès immense, hein, même ne serait-ce, par exemple, juste on prend l'exemple du mariage, d'un point de vue matrimonial, parce que c'est pas du tout évident quand on n'est pas dans un monde chrétien, mais même au niveau des chefs politiques qui doivent servir, enfin voilà, beaucoup d'institutions comme ça, et qui a permis au Japon, pendant quasiment 50 ans, 60 ans, de devenir un pays extrêmement puissant. Sauf que, en fait, sans la foi, ça ne marche pas en fait, hein, sur la durée, ça s'écroule. Et aujourd'hui, je sais pas, voilà, l'histoire est différente évidemment, mais bon, sur tous les sujets essentiels, il n'y a aucune assise dans le rock, et on ne sait pas trop où ça va aller. Donc voilà, je vais finir là, et merci de votre écoute. Et si vous avez des questions, on peut discuter. Je vais faire une remarque intéressante de suivre les discours de Poutine, qui attaque beaucoup l'Occident, et dans sa notion, bien entendu, LGBT, droits de l'homme, écologie, etc. Ouais, c'est la version américaine en fait. L'empire du mensonge. C'est la version rooseveltienne. Et ce qui est, pour moi, ce qui est exagéré, parce qu'il gomme la partie chrétienne. Or, la Russie est chrétienne. C'est ça. Donc, c'est assez... Justement, il n'attaque pas la partie chrétienne quand il attaque l'Occident. C'est pas que c'est exagéré, c'est qu'il a le soin de laisser, de trier le bon grain. C'est comme ça que je le vois. Maintenant, je me rappelle. Parce que, effectivement, ma génération, où on était encore, on croyait encore en la France, pour moi, le concept de l'Occident, c'est un monde chrétien et une civilisation européenne, donc de race blanche et chrétienne, et qui apporte justement sa civilisation au monde. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, la colonisation n'était pas un fait négatif. Non. Quand on était enfant, oui. On était tous Algérie française en 58. C'est ça, oui. Mais c'est là, je pense vraiment, je pense que c'est ce que montre un peu Thierry Buron, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, mais que c'était justement sur cette, cette dichotomie entre ce que pensaient la plupart des Français, donc ce que vous venez de dire, et en fait la vision de l'Occident qu'avaient les élites, et qui n'étaient pas du tout les mêmes. Et puis en revanche, il y a aussi une autre chose, c'est le côté nationaliste, je pense, du XXe siècle. Mais par exemple, les Espagnols, disons dans la vision traditionnelle de l'expansion outre-mer, il n'y avait pas cette vision on apporte la civilisation. Non, on n'apporte pas la civilisation, on n'a rien à faire de la civilisation. On apporte la foi. Oui, la foi. Oui. Et une fois que, par exemple, les Espagnols, c'est typique, une fois que les gens sur place sont convertis, par exemple dans les Amériques, c'est incroyable quand ils sont convertis, ça devient des terres de chrétienté. Et ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas des colonies, hein, du tout. Toutes les territoires espagnols, donc la vice-royauté du Mexique, vice-royauté du Pérou, et les autres vice-royautés, c'est des vice-royautés, donc c'est des territoires. Ils ont exactement le même statut que le royaume de Navarre, que le royaume d'Aragon, que le royaume de Castille. Ce sont des royaumes, donc avec leur propre statut, enfin leur statut propre, leurs coutumes propres, dont le roi des Espagnes est aussi le roi, mais c'est pas du tout le concept président sur un pays, c'est chaque royaume est là, distinct et indépendant, et il se trouve que par hasard, il y a un seul roi qui est le roi de différents royaumes, mais il gère chaque royaume, à part les institutions qui fonctionnaient partout pareil et que sous la coupe du roi, c'était l'Inquisition. Mais après, toutes les autres institutions étaient en fait marchées par royaume. Et ce qui est intéressant, c'est que
Donc par exemple, typiquement pour je pense, moi j'étudie ça, donc je connais plutôt bien ce sujet. Mais disons par exemple pour l'esclavage, ça se voit tout de suite, c'est que comme c'était des terres chrétiennes, ces vice-royautés, tout esclave qui mettait un pied sur cette vice-royauté était libéré automatiquement. C'est pour ça que si vous trouviez un esclave au Mexique, c'était clairement un esclave clandestin, interdit, etc. C'était interdit, quoi. Alors que quand on n'était pas dans une terre chrétienne, bah, par exemple ça s'appliquait pas. Mais sur l'autre côté aussi, c'est que ça n'a rien à voir avec l'Europe blanche. Puisque, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans la vision catholique, les Espagnols qui vont là-bas, et pour les Espagnols ou les Portugais, c'est très clair. Pour nous, les Français, un peu moins, mais ça s'est quand même passé. Pour les Anglo-Saxons, pas du tout. C'est qu'il n'y a aucun souci de se mélanger avec la population locale. Oui, ça c'est chez les catholiques, c'est ça, aucun souci. Chez les protestants, au contraire, ils séparent complètement. Ils séparent et après on massacre parfois. Et ça, c'est là où par exemple, au Japon, ça, ils ont du mal à... Enfin, c'est pas qu'ils ont du mal à comprendre, c'est qu'ils connaissent pas. Donc ils arrivent pas à... Pour eux, par exemple, quand on dit colonialisme, Occident, Europe, c'est la colonisation à l'anglo-saxonne, typiquement. Où on arrive avec nos grosses bottes de blanc, on prend les précarés. Évidemment, ils n'étaient pas débiles, donc n'importe qui commence à vouloir, disons, asseoir un pouvoir, il va aussi faire profiter les gens sur place. Hein, parce que si c'est que pour ma pomme et personne pour les autres, normalement j'ai une révolution sur les bras, donc ça ne marche pas. Donc j'essaie quand même, si je suis un bon tyran, je réfléchis quand même à pas trop tyranniser les gens enfin, voilà. Après il y a des tyrans qui deviennent fous et qui en général ne durent pas longtemps parce qu'ils se perdent. Disons que les politiques froids, donc intelligents, qui se posent un objectif qui va être par exemple de maintenir son pouvoir, ils vont pas non plus massacrer tout le monde comme ça tout le temps, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire. Alors si ils mettent un objectif, et souvent c'est ce qui arrive aussi, je vais être le chef du monde, genre à Napoléon, pour le Japon à la Nobunaga, Hideyoshi ou quoi, mais en général ils savent plus s'arrêter parce qu'ils n'ont jamais fini de faire des conquêtes, et bon, ça les fait tomber au bout d'un moment, mais donc c'est très intéressant votre remarque, parce que Poutine, dans ses discours, c'est juste que finalement il est pragmatique, et donc il a bien vu que l'Occident, dans la bouche de tous ces dirigeants de l'Europe de l'Ouest, plus les États-Unis, plus le Japon, plus quelques autres pays, c'est l'anti-chrétienté en fait. Voilà. Sauf qu'à votre époque, évidemment, le pays était encore catholique, etc. Donc c'était pas possible. Enfin, il y avait les deux qui cohabitaient, qui coexistaient. Mais ça a été, je pense, une sorte d'arnaque révolutionnaire qu'on a vendue pour éviter d'identifier la racine du mal quelque part. Parce que quand on dit qu'on va apporter sa civilisation, c'est bien, mais c'est orgueilleux en fait. C'est pas comme ça que faisaient les catholiques avant. C'était la colonisation au départ, au 19e siècle, c'était la gauche. Hein. C'est ça. Ouais. Et donc c'est quand même Blum qui a fait un discours en parlant de la supériorité de la race blanche. Exactement ce que j'allais dire. Blum qui disait. Et donc c'est pas chrétien du tout. Non, c'est pas chrétien du tout, oui. D'accord. Et les gens de droite étaient contre la colonisation parce qu'ils voulaient que toutes les forces se concentrent sur la récupération de l'Alsace-Lorraine et qu'on n'allait pas perdre de l'argent et du temps à les coloniser. Et après, une fois que ça a été fait, c'est devenu, à ce moment-là, l'armée, les patriotes ont dit on va défendre nos colonies puisque ça a changé. Mais au 19e siècle, Jules Ferry, tout ça, un grand colonisateur, c'était un homme de franc-maçon de gauche. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Et ils envoient l'archive, le légitimisme comme communauté justement pour faire bien le travail sur place. Pour bien faire le travail sur place. Ouais. Non mais c'est sûr que le mot Occident c'est un mot qui
Enfin, ça prête beaucoup à confusion. Hein. C'est pour ça que je pense qu'en pratique, en tout cas, il vaut mieux éviter de l'utiliser. Oui, mais surtout dans le... Actuellement, c'est les valeurs démocratiques, droits de l'homme, LGBT, écologie, etc. Donc, Question, tu disais que chez les Japonais, on rejetait l'Occident. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que, moi je trouve en tout cas, que les LGBT font des grands pas en ce moment au Japon. C'est ça. Comment tu expliques ça? Non, ce que je veux dire, c'est pas qu'ils rejettent l'Occident. Je parle des nationalistes et qu'il y a une sorte Ah c'est à la fois repoussant et à la fois modèle. Hein. Il y a les deux sentiments, une sorte. C'est très bizarre. Il y a une sorte de sentiment d'infériorité. Parce que de fait, depuis 130 ans, tout est imité sur l'Occident. Ils ont perdu la dernière guerre mondiale, etc. Et en même temps, un complexe de supériorité. En gros, c'est parce que les Occidentaux nous ont fait du mal depuis 150 ans qu'on n'y arrive pas, quoi. Et voilà, c'est surtout du côté nationaliste, des gens qui ont, je veux dire, une bonne morale naturelle, par ailleurs. Je parle pas des progressistes japonais, je parle pas des libéraux japonais qui sont complètement mangés par cet occidentalisme qui n'ont pas de problème avec les LGBT, qui n'ont pas de problème avec tout un tas de choses qui sont extrêmement révolutionnaires. Mais je parle de ceux qui sont normalement conservateurs, avec qui on devrait bien s'entendre, et sur certains sujets on s'entend bien. Mais dès qu'on veut apporter le fond du problème en disant mais moi ce que je dis à des amis japonais c'est en gros si vous convertissez pas au catholicisme, le Japon va disparaître, hein, et puis c'est fini. Et puis je veux dire de toute façon il faut pas se convertir pour pas que le Japon disparaisse, c'est pas une bonne raison. En soi, je veux dire, on se convertit que parce qu'on aime Dieu. Mais voilà, c'est violent de le dire comme ça, mais au fond, parce qu'il existe aussi un orientalisme, en fait. Hein. Et pile poil dans les années 30, autant il n'y a que l'Occident là, mais il y a tous les discours sur l'Orient, sur la Grande Asie, sur l'affaire de cosmopolité asiatique au Japon. Et dans cette opposition à l'Occident et une sorte d'idéal, enfin comme l'occidentalisme, donc quelque chose qui a été inventé en fonction ils ont inventé une sorte d'orientalisme en miroir de cet occidentalisme qui est aussi faux d'un point de vue, je veux dire, de son idéologie, quoi, qui correspond à pas grand chose de réel dans l'histoire, dans la pratique. Et ce qui est fou, c'est que dans les milieux conservateurs ici, ils n'en sortent pas de ce... Alors que chez nous, en Occident, même si ils en reparlent maintenant avec la guerre en Ukraine, c'est quand même les années 60-70, ça a été effacé. En tout cas, en France, énormément, puisque, comme vous disiez, pour la plupart des gens, quand même, l'Occident, c'était quand même des racines chrétiennes, etc. Donc, autant c'était pratique, peut-être dans les années 30, 40 ou 50, puisqu'on pouvait l'utiliser pour arnaquer les gens. Autant après, une fois qu'ils avaient tout gagné, ça devenait plutôt un boulet parce que on continuait à parler de christianisme, quoi. Je sais pas exactement la cause, mais j'imagine que c'est quelque chose dans ces eaux-là. Mais ce qui est drôle, c'est qu'au Japon, ils se sont figés dans les milieux conservateurs, je veux dire, et on sort pas de la conception des années 40, quoi. Qui était déjà relativement fausse à l'époque, mais qui peut avoir son efficacité parce que en pratique, ça fournissait des solutions qui pouvaient être efficaces. C'est-à-dire que ces gens-là, ils rejetaient tout l'Occident, par exemple. Et donc à l'époque, rejeter tout l'Occident dans les années 40 ou 50 ou 60, c'était rejeter toutes les idéologies qui venaient de l'Occident en pratique. Donc communisme, libéralisme, capitalisme, donc c'était pas forcément... le problème, c'est qu'après, il associait aussi au rejet du christianisme. Donc là, donc ça, c'était dommage. Ouais. Mais oui. Mais tu as eu un orientalisme aussi en Europe, tout à fait, ouais. Qui constituait à substituer au christianisme un bouddhisme complètement dévoyé. C'est ça. J'ai envoyé hier ou avant-hier
Paul une conférence qui était, comment elle s'appelle? Marion d'absence. Voilà. Non, je parle de la même chose, exactement. C'est passionnant, hein. Ouais. Il y a une vidéo sur sa nouvelle en ce moment. C'est passionnant. Ouais, sur Terre et Famille. Ils ont inventé un bouddhisme Complètement évoqué. antichrétien. Ça date de la fin du 19e. Ouais, hein. ouais. C'est C'est pas ça. d'hier, hein. J'ignorais l'existence de cette femme, cette française, Ouais, très bien. La première arrivée à l'Assa. qui a vécu plus de 100 ans et qui a fortement contribué à répandre ce mythe. Ah oui, comment ça s'appelle, Dalvinel. Alexandra Trucmuche, je sais plus. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que Marion d'absence parle aussi de ces... Parce que donc il y avait les orientalistes matérialistes qui ont inventé ce bouddhisme matérialiste quelque part, qui les arrangeait bien dans le néant, dans le... Bon, évidemment, on parlait pas de création, donc c'était bien. Et puis, très matérialiste. Mais elle a cité aussi qu'il y avait, comme Léon de Rosny, tout ça, qu'il y avait un certain nombre d'orientalistes qui voulaient dire, une sorte de communisme avant l'heure, quoi, que bouddhisme et christianisme, c'était pareil. Et ce qui est incroyable, enfin, c'est que je suis tombé au Japon sur une secte chilienne. Du coup, je ne me suis pas rendu compte du tout. Sur quoi tu dis tu es tombé? Une secte Ouais. chilienne, et dont la thèse, enfin, ils existaient, leur raison d'être, c'est que un des gens qui gravitaient autour de la fondation a voulu démontrer que christianisme, non, c'est pas de quel christianisme on parle, mais bon, christianisme et leur secte chilienne, c'était la même religion. Il y avait une structure trinitaire chez eux aussi. Et en fait, en creusant, je me suis rendu compte que c'était une sorte de gnosticisme oriental, mais qui allait même exactement d'un point de vue métaphysique, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue doctrinal, qui est exactement, qui fonctionne exactement comme le gnosticisme. Donc, le salut par la connaissance, une relativisation in fine du mal, c'est-à-dire qu'en fonction de son degré d'initiation, que le mal, à la fin, c'est comme le bien. Si le mal existe, c'est que c'est pas vraiment un mal, et que le mal peut être converti en bien. On efface la création, il n'y a pas de créateur, donc on est dans une sorte de cycle. Voilà, et c'est ce qui était très perturbant, ils se sont construits comme ça par mimétisme avec une sorte de christianisme protestantisé, mais ça n'a rien à voir avec, a priori, là, cette secte-là n'a vraiment aucune connexion ni avec les francs-maçons, ni avec tous ces milieux-là, mais c'est exactement la même idéologie, sauf qu'ils sont hyper conservateurs en pratique, dans la politique. Quoi ? Et tu as aussi une secte dans le nord de Honshu où ils prétendent carrément que le Christ en fait est japonais, vient de chez eux, et ils ont la tombe du Christ, tu connais ça? Oui. Alors c'est un peu folklorique, hein, franchement. Au moins, je Mais ils en entretiennent un culte quand même. Hein. C'est... Les poubelles, on a ici, là. Alors il y en a une, c'est pour les plastiques recyclables. Ah, les viandes et tout ça gardées. Est-ce que là-bas... D'accord. Mets-les sur une place là-bas. Je vais les couper en morceaux pour faire un plat pour... Mais s'il y a des questions aussi en ligne. Elle va adorer ça. Je vais peut-être pas tarder à y aller parce que ma femme n'était pas très... Alors sur le Japon, je pourrais pas dire grand-chose sur le bouddhisme. Vous savez, tout à l'heure, on parlait Tu vas te faire battre, Michel. de la colonisation. Oui. Ce qui est intéressant avec Bon, bah c'était sympa de le venir, cas Michel. de Arrêtez avec le Covid. Tu demandais une dose, histoire que je sois vacciné. Moi, tu sais que j'ai jamais été injecté. Hein. Les deux tiers de l'Italie sont sous la domination du roi Moi, d'Espagne. je crois La l'avoir vu. Belgique, Mais la alors, là, Franche-Comté, et qu'il n'y a pas de je suis même statut 99% vraiment certain que c'était différent qui entre les m'est tombé dessus. positions espagnoles Le PCR était et négatif. celles qu'ils ont sur le continent. La Le seule PCR, c'est des conneries. différence du Mais les statut symptômes personnel que j'avais du roi en en tant que sang, seigneur local. c'était Ce qui est intéressant aussi, c'est que Et puis Philippe Noé, justement, la semaine d'avant, a pris a le eu titre un d'empereur Covid, des Indes PCR justement positif. pour Donc, je pense pouvoir qu'on- reprendre le relais un peu du Saint-Empire Mais, romain germanique, mais dans un milieu géographique où il n'y a pas de protestants. D'accord. Il y a vraiment une notion de chrétienté. Et c'est aussi intéressant pour la colonisation en Algérie. Par exemple, si on prend Louis Bertrand, donc un écrivain français
qui n'était métropolitain, qui n'était pas catholique et qui s'est converti justement en Algérie. Il est marqué à son arrivée en Algérie par la présence d'Italiens et d'Espagnols très travailleurs et par la recréation d'une petite chrétienté sur place. Et pour justifier la présence française et la présence latine, il remonte à, comme tu le disais tout à l'heure, l'importance de la foi, il remonte aux vestiges chrétiens d'Afrique du Nord qui sont légion. Donc ça montre bien, oui, que la foi et la religion chrétienne elle est vraiment la source de la civilisation et que dans la présence française en Algérie, certains remontaient jusque-là pour reconstruire et rebâtir. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Merci. Très bien. Et après, là, revenir aussi sur ce que tu disais au sujet de l'Occident, qui d'abord purement géographique est devenu un moyen d'universalisme américain, avant de passer à un globalisme plus important encore que l'Occident. Ça, c'est très intéressant parce on part maintenant sur un globalisme beaucoup plus large, mais on a toujours la rhétorique de l'Occident pour vis-à-vis de la Russie ou vis-à-vis même de l'Europe de l'Est. Parce que ça marche. La propagande a été tellement forte dans les décennies précédentes que ça fonctionne encore quand dans les journaux on parle de la défense de l'Occident contre soit la Russie communiste ou post-communiste ou l'Europe de l'Est pareil, quoi. Ouais, c'est tout à fait vrai. Et comme quoi la révolution prend toujours des visages différents. Voilà. Bon, parfait. Je vais vous laisser aller au bistrot. Je pense qu'on va pas tarder. Merci d'avoir été là. Ouais, merci à toi, c'était très intéressant. Allez, salut tout le monde de notre part. Allez, à bientôt. Au revoir.